Bonjour à tous, bienvenue dans ce live spécial Bac Blanc ou comment réussir sans stress. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sonia, je suis coach et experte en pédagogie depuis 11 ans et j'accompagne les élèves dans leur réussite scolaire et particulièrement dans leurs études scientifiques. J'ai dédié une très grosse partie de ma vie à créer du contenu dans le but d'aider un maximum les élèves et les étudiants à réussir dans leurs études. Donc ce soir, nous allons parler tout d'abord de comment préparer le bac blanc avec les différentes méthodes de révision en se focalisant sur 3 matières. Tout d'abord les maths, puis ensuite la physique-chimie et enfin la SVT. Ensuite, nous parlerons du jour J, de comment s'organiser en termes de logistique. Ensuite, l'hygiène de vie pour réussir, une préparation mentale et enfin des questions si vous en avez. Donc, je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais le bac blanc, c'est important. Tout d'abord parce que ça permet de dédramatiser, on s'entraîne en conditions réelles. Ça permet aussi de tirer la sonnette d'alarme en repérant ses lacunes, en gérant son stress avant le bac. Et d'ailleurs, s'il y a le moindre souci par rapport à ça, ça permet de réagir et de changer ses méthodes d'apprentissage. Mais ça sert aussi à tester sa gestion du temps. Et je vais pas vous mentir, j'en connais pas mal, que ça aide aussi, surtout ceux qui ont le plus de mal à se mettre à travailler, ça les aide à bosser assez régulièrement. Donc, quel est le timing idéal pour les révisions? euh, Je sais que la plupart, vous faites ça 2 jours avant, avec un gros rush énorme, en finissant des fois à 2h du matin. C'est pas bon, franchement, c'est pas bon. Vous avez l'esprit après tout embrouillé, et je le connais, j'ai pas mal d'élèves qui le font. En général, vous avez rarement au-dessus de 7. Une semaine avant, c'est faisable, mais soyons honnêtes, pour assimiler les connaissances, pour être capable de faire les questions qui sont plus dures, c'est pas très optimal. Ça permet juste d'avoir au moins la moyenne. Moi, ce que je conseille, c'est faire au moins 2 à 3 semaines avant. C'est l'idéal pour avoir pris du recul sur les connaissances, avoir eu le temps de se préparer et de faire des analyses. Donc, la première chose que je conseille, et que je fais lorsque j'accompagne un élève qui prépare un examen, c'est de créer un planning de révision. Ça marche vraiment bien en général et ça permet de suivre sa progression, ce qui est valorisant. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on liste tous les chapitres par matière, on répartit le temps en fonction des difficultés. Par exemple, en maths, le chapitre des probas, c'est plutôt un chapitre qui est facile, donc on va y mettre que 45 minutes. Et les chapitres, par exemple, intégration ou même géométrie dans l'espace, qui sont des chapitres qui sont beaucoup plus durs, moi je conseille plutôt de faire 2 heures. Le troisième conseil, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire de prévoir des temps de pause avec du sport, des moments où on se repose, on se détend, on pense à soi, mais aussi, et ça c'est hyper important, et c'est ça le secret des calendriers que je propose, c'est d'avoir des plages de rattrapage du retard. On n'est pas des robots, il y a toujours des moments où on procrastine, où on est fatigué, où on a un imprévu, où on pensait que ce chapitre-là, ça allait être super simple, qu'en 1 heure on allait le boucler, et pas du tout. Et au moins, l'avantage, c'est que les périodes de rattrapage, ça permet déjà de se déculpabiliser, de ne pas paniquer, et en plus de ça, ça permet de rattraper son temps. Là, le dernier conseil, ce que je conseille, c'est d'alterner les matières pour pas trop saturer. Ça permet d'éviter de sécurer de la matière. Si vous suivez ces 3-4 conseils-là, d'expérience, ça marche plutôt bien et ça permet de suivre réellement le conseil, d'avoir à peu près le planning, quoi. Enfin, de pouvoir respecter à peu près le planning dans le temps imparti. C'est si possible dans ce planning-là, ce qui est important, ça serait aussi d'ajouter de s'entraîner en conditions réelles. Donc, c'est-à-dire avec un chronomètre,
À des moments où vous êtes sûr qu'il n'y a pas le petit frère ou la petite sœur qui peuvent vous déranger, dans le calme, silence total, et sans ces cours. Alors, en général, c'est assez rare que les élèves puissent faire, dans leur emploi du temps, un sujet complet d'un coup, mais au moins essayer de faire un exercice. Ne serait-ce que, ou alors la moitié d'un sujet. Sans cours, c'est très important parce que ça permet de très vite se rendre compte si, ok, est-ce que je maîtrise les notions, et sinon, vite, il faut que je m'entraîne, ou alors si je ne m'entraîne pas, est-ce que je vérifie la correction, je la note, et ça me permet de progresser. C'est aussi important d'apprendre de ses erreurs. Donc pour ça, moi ce que je fais quand je fais de l'accompagnement, je relis toujours les anciennes copies. Pourquoi ? Parce que c'est très souvent les mêmes erreurs qui apparaissent. Le coup de « Ah, j'oublie les signes quand je calcule ». Et bien pour ça, ce qui est important, c'est de travailler spécifiquement dessus. Pour l'exemple, par exemple, des fautes de signes, j'ai une élève actuellement qui a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on fait du calcul. Et bien maintenant, ça commence à rentrer et c'est très bien parce que les notes montent et c'est génial. Pour des erreurs fréquentes qui sont plus complexes, comme par exemple des méthodes, genre avec telle question, il faut répondre à telle méthode, dans ce cas-là, je conseille de faire des fiches pour lister les méthodes, les différentes étapes pour répondre à une question. Par exemple, un exemple tout bête, si on nous demande, ok, étudier cette fonction, il faut qu'on sache, dans la fiche méthode, on sait que il faut écrire l'ensemble de dérivations, de faire la dérivée, ensuite de faire les signes, de faire le tableau de signes et d'étudier les signes pour enfin faire le tableau de variation. Alors oui. C'est aussi important de refaire les exercices qui sont ratés aussi. Oui, ça très 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 important. Ça permet déjà de comprendre ses erreurs et de ne pas retomber dedans. Alors les fiches de révision, moi je sais que quand j'étais plus jeune et que j'étais à votre place, j'en faisais pas. Mais je sais que d'expérience, maintenant que j'enseigne, c'est ce qui aide le plus, soyons honnêtes. Alors je sais que certains arrivent facilement à en faire naturellement et d'autres pas du tout. Donc je vais vous donner ma méthode pour cela. Déjà, ça sert à rien de recopier le cours, sachant qu'en plus la plupart de ce qui est écrit dans le cours n'est pas forcément tout le temps très utile. Donc ce qu'il faut, c'est être synthétique. Voilà, on liste les mots-clés, on fait des schémas et on met des couleurs, comme ça c'est visuel. Ça permet de tout de suite marquer le regard, et même en les lisant régulièrement, vous verrez, vous allez finir par les apprendre. Moi je sais que j'en fais systématiquement pour les élèves, surtout ceux qui apprennent le cours, qui ont des fois du mal à prendre du recul. Si même comme ça c'est pas évident, n'hésitez pas à chercher sur internet, il y en a une quantité qui sont en libre accès. Les pièges à éviter. Donc, je vous l'ai dit, évitez de réviser 2 jours avant, ça sert à rien. Négliger certaines matières. Par exemple, pour le français, je sais que beaucoup, ou même la philo, beaucoup disent « Ah ouais, mais ça sert à rien de réviser. » Il faut au moins avoir vu les méthodes, quoi. Il faut au moins relire les méthodes, il faut au moins relire les figures de style, il faut au moins avoir quelques références. C'est important quand même. Non, franchement. Non, ne pas négliger. Non, vraiment, négligez pas certaines matières. Pareil, le troisième point qui est important, c'est il faut comprendre. Ça sert à rien d'apprendre sans comprendre. Parce que dès que vous allez sortir un tout petit peu de l'exercice que vous avez appris par cœur, et vous allez perdu. J'ai eu une année une élève, pourtant les exercices type bac sont quasiment toujours les mêmes, sauf que la seule différence c'est que des fois c'est présenté de manière différente ou ce n'est pas tout le temps les mêmes notations. Et l'élève n'arrivait pas à comprendre, dès que la notation elle était différente, ça l'a perdu. C'est aussi important de faire des annales. Si vous ne faites pas d'annales, vous ne pouvez pas savoir quel type de sujet il peut y avoir. Et aussi un autre piège que je vous recommande de ne pas faire, c'est de réviser toute la nuit. Ça ne sert à rien. Vous allez sortir de là, vous allez être KO, tout va être mélangé, vous allez être épuisé, ça ne sert à rien. Bon, maintenant que je vous ai montré tout ça, c'est génial. Mais soyons honnêtes, il y a un problème qui est
très très important et qui empêche très souvent les élèves de réussir, c'est le manque de motivation. Alors ça tombe bien, j'ai passé beaucoup de périodes dans ma vie à me battre contre ma procrastination et ma motivation. Et j'ai même inventé une technique pour tromper ça. C'est ce que j'appelle la motivation par vague. Au début, c'est extrêmement dur de s'y mettre. Soyons honnêtes. On a la flemme, on n'a qu'une envie, c'est pas de se lancer, on veut absolument rester dans son lit, peut-être regarder sa série, être sur les réseaux. Donc la meilleure chose que je vous conseille, pour commencer au début, vous prenez un chronomètre. Ça dépend à quel point vous êtes vraiment pas motivé. Si vous êtes vraiment pas motivé, vous mettez que 5 minutes. Si vous sentez quand même que ça peut aller, vous mettez 20 minutes. Et vous commencez par un chapitre facile. Ça va permettre de se valoriser, de dire ok, c'est pas si dur que ça, ok, j'y arrive, ça va. Donc il va y avoir un pic de motivation, un pic d'énergie. Hop, la motivation arrive. Et là, hop, vous attaquez par un chapitre dur. Vous profitez de cet élan. Hop, on s'y met. Vous allez voir petit à petit, plus ça va être dur, plus dans votre tête il va y avoir un truc de ah je veux arrêter, j'en ai marre. C'est à ce moment-là que la motivation baisse. Et là, à ce moment-là, ce que je vous conseille pour redonner de la dopamine à votre cerveau, c'est de re-attaquer un chapitre facile. Et vous allez voir, hop, ça va remonter. Et vous faites ça, ainsi de suite. Moi, j'ai beaucoup fait ça au moment où j'étais enseignante et je devais corriger des copies. C'est infernal comme activité. Franchement, je ne sais pas qui a inventé ça, je trouve ça horrible. Et bien, c'est ce que je faisais. Je commençais toujours par une copie facile, en général à bon élève. Comme ça permettait que, déjà, ce soit facile à corriger. Mais en plus, ça me permettait de tâter si la classe avait globalement bien réussi. Ça me permettait de faire un peu varier le barème si c'est nécessaire. Et quand je sentais que j'étais motivé, hop, j'attaquais le milieu de classe. C'est ceux qui sont les plus durs à corriger. J'en prenais un paquet de 5, hop, je corrigeais. Puis dès que je sentais que je me démotivais, soit je prenais un bon élève, soit je prenais une copie qui était un peu moins bonne, où il n'y avait pas peu de choses à faire, comme ça c'est facile à corriger. Et c'est comme ça, en me battant contre ma flemme, que j'arrivais à me corriger mes copies d'un coup. Bon, maintenant que je vous ai fait une présentation générale sur comment bien réviser, on va se focaliser sur 3 matières clés, c'est-à-dire les maths, la physique-chimie et la biologie. Donc tout d'abord pour les maths. Apprenez vos formules par cœur. Voilà, en faisant des fiches. Et ne faites pas que apprendre du cours. Franchement, je préfère 1000 fois un élève qui a fait des exercices et qui n'a pas appris son cours que l'inverse. Il faut faire des exos. On refait les exercices ratés. On liste les étapes pour répondre à telle question. Comme ça permet de comprendre les choses, de bien que ce soit bien visuel pour que la prochaine fois qu'on tombe sur la même question, on soit capable d'y répondre. Et il faut faire au moins un sujet d'anal. Je vous ai donné le site où les sujets étaient disponibles, c'est-à-dire la PNEP. Pour le jour J. Alors, il faut lire tout le sujet. Ça prend à peu près 5 minutes. Ça permet comme ça de savoir visuellement assez vite, ok, dans quel exercice il faut que je fasse quel chapitre. Ensuite, vous répartissez votre temps. Bon, les maths, c'est pas trop dur, il y a toujours que 4 exercices. C'est des exercices, il y a toujours au moins un exercice de proba, un exercice sur les fonctions, un exercice sur la géométrie dans l'espace, et un exercice un peu fourre-tout, où en général il y a des suites. Il peut y avoir aussi des équations différentielles, etc., etc. Et donc bon, comme il n'y a que 4 exos, c'est 1 heure par exercice. Toujours commencer par ce qu'on maîtrise, c'est valorisant. Donc en général, ce qui est le plus apprécié par les élèves, c'est les probabilités. Donc la plupart commencent par les probabilités. Vous essayez de répondre à toutes les questions, même si le raisonnement est incomplet. Ça permet de gratter des points si vous sentez que vous êtes un peu dans la merde. Donc, hop, gratter 0,25 par-ci, 0,25 par-là, et ben c'est comme ça qu'on monte petit à petit, et qu'on évite une complète catastrophe. Donc vous tentez, vous essayez d'écrire. Et bien sûr, vous gardez bien 10 minutes pour vous relire, pour éviter les fautes
d'inattention qui arrive ô combien de fois. Ah aussi, une chose qui est très importante, quand vous lisez une question, surtout la relire plusieurs fois. Il arrive souvent qu'il y ait plusieurs questions en une. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quasiment un tiers des élèves ne font pas la moitié de la question. Si jamais il y a 2 choses à faire dans la question, on est quasiment sûr à chaque fois, c'est quelque chose qui est connu parmi les profs et le corps enseignant, on sait quasiment à chaque fois que un tiers des élèves ne vont pas faire une partie de la question. Donc vous lisez bien et dans le pire des cas, vous prenez votre stabilo et hop, vous surlignez les 2 parties pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc les erreurs classiques. Oubliez les unités, ah oui ça c'est très très classique. Oubliez de d'écrire en mètres carrés quand vous faites des volumes ou en unités de volume. Faire des fautes de calcul bêtes, ah non ouais, vous vérifiez au moins 2 fois. Ne pas justifier les réponses, ah ça je l'ai vu je ne sais pas combien de fois dans les copies. Par exemple, il y a écrit bien, c'est bien spécifique, justifiez votre réponse, et la personne ne le fait pas, vous êtes sûr de ne pas avoir les points. Sauter les étapes de raisonnement, ça, ouais, si jamais vous commencez votre raisonnement et que vous vous arrêtez parce que vous perdez et hop, vous passez au résultat, ça plaît jamais au correcteur. Et surtout, lire les consignes trop vite, quoi. Oui, n'oubliez pas des questions. Ou alors ne faites pas de hors-sujet, ça arrive aussi. Pour la calculatrice, alors, surtout, vérifiez la veille qu'elle est chargée. C'est hyper important, vous la testez. Et enfin, la troisième chose, connaître les fonctions utiles. Donc, c'est-à-dire savoir se servir d'un tableur, que ce soit pour les suites ou que ce soit pour la probabilité. Être capable de tracer un graphique dessus, ça permet de savoir s'il y a des limites pour les fonctions. Être capable d'utiliser les lois binomiales. C'est important, j'en oublie sûrement, mais vous les connaissez, et vous n'hésitez pas à chercher sur internet. C'est très accessible. Il y a beaucoup de tutos qui sont très simples, qu'on peut trouver sur YouTube. Maintenant pour la physique-chimie. Alors, pour la méthode d'apprentissage, il est important, pareil, de connaître bien les formules essentielles et surtout les unités. Ça permet que si vous avez le moindre doute sur la formule, vous êtes capable de la retrouver. C'est aussi important de comprendre. Pareil, je préfère 1000 fois que vous appreniez pas votre cours, mais que vous ayez fait plein d'exercices, que l'inverse. Je préfère que vous ayez compris, mais que vous n'ayez pas appris, plutôt que l'inverse. C'est aussi important de faire les TP. Il y a systématiquement des questions sur les normes de sécurité, sur la VERI, sur les méthodes de dissolution, de chauffage à reflux, etc., etc. Il est aussi important de faire les exercices types. Ça tombe systématiquement. En physique-chimie, il faut le savoir. C'est quasiment tout le temps les mêmes exercices qu'il y a pour un chapitre. Faites au moins un sujet. Je vous donne le site qui est le plus complet que je connais. C'est Labo Lycée. Pour le jour J. Alors comment ça se présente? En général, un sujet. Il y a une partie physique, il y a une partie chimie. Dans chacun des exercices, il y a toujours une introduction qui va présenter le thème de l'étude. C'est beaucoup de blabla, soyons honnêtes, mais ça peut vous permettre d'introduire un peu la notion. Il y a toujours une problématique et ensuite une série de questions. La dernière question, en général, ça ramène toujours indirectement au sujet et en fait on demande toujours de répondre à la problématique au regard des questions et des réponses qu'on a données. Donc c'est très important de bien relire. Vous prenez votre stabilo, comme je dis, il y a beaucoup de blabla, mais il y a aussi des données qui sont importantes. Donc vous surlignez ce qui va être important, les données qui sont importantes, donc par exemple les masses volumiques s'il y a, etc. dessus pour bien les voir. Pour les schémas avec les légendes, soignez-les bien. Quand c'est pas très joli, le correcteur n'aime pas et ça va automatiquement enlever des points. Il est aussi important de faire gaffe aux unités, aux conversions, mais aussi aux chiffres significatifs. Même si je sais qu'on vous a pas mal tanné avec ça depuis la seconde, faites gaffe, parce que je vois encore des erreurs là-dessus. Autre chose que j'aimerais bien que vous preniez bien en compte,
c'est de toujours prendre de recul quand vous sortez un résultat. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu des résultats mais complètement improbables dans les copies, je me souviens que ce qui m'a le plus marqué, c'était il y a quelques années, il fallait calculer la vitesse d'une chauve-souris, et certains des élèves s'étaient trompés dans les conversions et avaient trouvé qu'une chauve-souris allait à la vitesse de la Formule 1. C'est pas possible. Donc gardez votre esprit critique, ça vous permet de savoir si vous êtes trompé ou pas. Et d'ailleurs, même si vous trouvez un résultat qui n'est pas cohérent, écrivez-le. L'honnêteté fait plaisir à voir pour un correcteur, parce qu'on a moins l'impression que l'élève essaye de nous entourlouper. Et bien sûr, vous gardez 10 minutes pour tout relire. Alors, les erreurs classiques que l'on voit souvent, confondre les unités, ça c'est un classique. Pareil, oublier de faire des conversions, hein. Travailler en kilowattheure alors qu'il faut travailler en joules. D'ailleurs, faites gaffe à ça, quand vous faites des calculs, essayez de toujours travailler en unités SI. Ou alors passer de mètres secondes à kilomètre heure, on ne sait plus s'il faut faire fois ou diviser par 3,6, ça arrive souvent. Faites gaffe aussi à surtout exploiter les documents. Ça c'est aussi une erreur classique. En général, à la fin du document, quand il vous demande de répondre à la problématique, la plupart des élèves n'arrivent pas à faire le lien avec ce qui s'est passé, avec le document qu'il y a eu au début. C'est aussi classique que les rédactions soient bâclées. Donc c'est très important. On sort les formules, on fait les calculs, et une fois qu'on a le calcul final, on fait l'application numérique avec écrit AN. C'est important. Et une erreur classique aussi que je vois très très souvent, c'est le fait que les élèves n'aient pas relu les TP ou n'aient pas relu les consignes de sécurité. Et comme il y a systématiquement au moins une question par sujet là-dessus, ils perdent des points. Donc bon, pour le matériel, vous prenez une calculatrice chargée, rapporteur, règles, comme ça permet de faire des schémas, ça permet de tracer les vecteurs par exemple, de faire les légendes, mais aussi des stylos de couleur, ça permet que ce soit bien lisible. Maintenant, pour la SVT. Alors ça c'est important, il faut faire des fiches avec des schémas qui sont annotés. Mon Dieu, vous m'apprenez par cœur les schémas, c'est tellement important, c'est tellement utile. Pareil, vous apprenez le vocabulaire. Déjà ça va vous permettre de montrer que vous avez compris, que vous êtes rigoureux, le correcteur va adorer, et puis ça permet aussi de comprendre la question. Parce que la question de synthèse, si vous ne comprenez pas les mots, vous ne connaissez pas la définition des mots qui sont dedans, vous allez forcément faire du hors-sujet. Troisième point qui est aussi très important, c'est de bien comprendre les mécanismes dans sa globalité. Relier les chapitres entre eux. Par exemple, que ce soit la question de synthèse ou alors la question avec les documents, c'est forcément sur plusieurs chapitres. C'est très important ce que je dis. Par exemple, l'année dernière, j'ai une élève qui a passé le bac de SVT, je l'ai aidée là-dessus, et elle est tombée sur les processus de domestication des plantes avec des organes de stockage. Donc moi, le jour même, je regarde le sujet, je commence dans ma tête automatiquement, je vois quels chapitres sont importants dedans. L'élève finit le sujet, m'appelle, et je lui dis, s'il te plaît, dis-moi que tu as parlé des OGM. Ça fait partie des processus de domestication. Et elle m'a dit, ah bah non. Elle n'avait pas pensé à ça. En fait, elle n'avait pas, dans sa tête, elle n'avait pas fait le lien entre organes de stockage. Donc, exemple tout bête, betterave, oignon, patate. Donc, elle n'avait pas pensé à l'agriculture. Et elle n'a pas fait le lien avec sélection naturelle, variété, etc. OGM. Et elle n'a pas pensé à ça. Alors, heureusement, elle avait bien réussi la partie avec les documents. Donc, elle a quand même réussi à avoir au-dessus de 10. Je crois qu'elle a eu 11. Et il faut savoir qu'on a eu quand même un peu les chocottes en attendant les résultats. Donc bien sûr, vous me faites des sujets, c'est quasiment tout le temps les mêmes, à chaque fois. Donc moi, les sites que j'utilise beaucoup quand je fais des entraînements avec les élèves, c'est Uduscol,
l'Académie de Besançon, et il y a les sujets de bac, qui est un site qui recense tous les sujets de bac qu'il peut y avoir. Donc pour la SVT, le jour J, donc bien sûr, pareil, vous lisez bien, vous définissez les mots qu'il peut y avoir, par exemple dans la question de synthèse, vous faites des schémas. C'est des points qui sont faciles. Donc soignez, légendez et titrez. Pour tout ce qui est partie documents, vous exploitez tous les documents. Vous les lisez tous, vous essayez de prendre du recul, et vous utilisez chacun des documents dans vos réponses. Vous les décrivez, vous expliquez les résultats et vous interprétez. Votre rédaction doit être structurée, avec des connecteurs logiques. Introduction, développement, conclusion. Il est très important que le correcteur puisse voir votre raisonnement et votre cheminement. Plus c'est clair, plus il appréciera. Et bien sûr, vous gardez 10 minutes pour vous relire, particulièrement les fautes d'orthographe. C'est très important, les fautes d'orthographe. Les correcteurs n'aiment pas. Donc, les erreurs classiques que l'on voit souvent, un vocabulaire qui est imprécis, des schémas qui sont bâclés, des fois même pas légendés ou pas titrés, des documents qui ne sont pas lus intégralement, les réponses hors sujet, qui viennent très souvent du fait qu'on n'a pas défini les mots dedans et qu'on n'a pas réussi à les connecter à tous les chapitres, ça peut arriver, et surtout, oubliez de conclure. Ça, s'il vous plaît, faites-le. Bien sûr, si vous arrivez à avoir le temps nécessaire. Alors, je vais vous donner une astuce qui est très importante en SVT, encore plus qu'en physique et en chimie. Et en maths, bien sûr. C'est important d'apprendre en dessinant. C'est la meilleure façon d'apprendre en SVT. Aussi en utilisant des codes couleurs. Je sais que pour avoir fait des études scientifiques, spécialisées en biologie au début de mes études, on avait des codes couleurs qui étaient spécifiques en fonction de ce qu'on dessinait. Ça permet que ce soit bien visuel et qu'on puisse se rattacher à quelque chose. C'est aussi important de faire des liens avec l'actualité. Tous vos programmes est lié à l'activité, indirectement ou non. Vous voyez le réchauffement climatique, le climat, vous voyez les neurosciences, vous voyez la sélection naturelle, enfin tout ce qui est sélection variétale, etc., comment nourrir la population. Donc, s'il est possible un maximum, regardez des documentaires, des vidéos, comme ça déjà ça vous permettra de comprendre très vite quel est votre sujet, quelles sont les problématiques que l'on veut vous présenter, et ça permet aussi de compléter au niveau de l'introduction et de la conclusion, et ça fait toujours son petit effet. Donc faites-le un maximum. Maintenant pour le jour J. Pour la veille du bac blanc, l'important c'est de préparer son matériel. Donc, vous prenez au moins 3 stylos, au cas où il y en a un qui lâche. Vous prenez des stylos de couleur si vous faites SVT ou physique-chimie, des copies doubles, une calculatrice qui est chargée, une pièce d'identité. Bon, ça dépend des établissements. Il y en a qui le demandent, d'autres non. Une convocation si votre établissement vous en a donné une. Une bouteille d'eau, c'est important de bien s'hydrater. Des barres de céréales ou des compotes pour éviter de se taper une hypoglycémie en pleine évaluation. C'est mieux pour réussir. Et enfin, une montre pour pouvoir gérer son temps. Le soir, la veille du bac, vous évitez, à partir de 21h, vous arrêtez de réviser. Ça ne sert à rien. Franchement. Ça va juste vous embrayer la tête. Non, vous vous détendez et vous vous couchez tôt. Vous dormez au minimum 8 heures. Pour le jour J. Alors, même ceux qui n'aiment pas trop manger, c'est bien de faire un petit déjeuner équilibré pour avoir de l'énergie pour son cerveau. C'est important. Vous arrivez 15 minutes en avance, comme ça vous arrivez tranquillement dans votre salle, vous êtes tranquille, vous pouvez vous asseoir, vous mettre dans votre petite bulle de concentration. Ça permet d'être calme et de commencer dans les meilleures conditions possibles. Vous respirez calmement et surtout vous adoptez une positive attitude.
Donc vous rigolez avec vos potes, vous pensez pas au fait que vous allez échouer. Voilà. Et vous gardez le sourire. C'est aussi important de bien organiser sa table. Donc montre qui est tout le temps visible, comme ça permet de vite jeter un coup d'œil. Haut et en cas qui soit accessible. Le matériel qui est bien rangé de manière à quand vous avez besoin de quelque chose, hop, vous n'avez pas besoin de prendre 10 secondes pour y avoir accès. Et surtout des brouillons qui sont à portée de main. Comme ça, votre table elle est bien préparée, vous êtes ok. Alors ça dépend vraiment des établissements. Il y a certains établissements qui vont vous donner des copies un peu type examen. Donc c'est-à-dire avec un en-tête. Donc pour ça, c'est un truc à faire dès la réception du sujet. Il faut remplir nom, prénom, numéro du candidat, matière, série. Vous vérifiez ça bien 2 fois. Et surtout, vous commencez, dès que vous avez ça, à numéroter les copies. C'est très important. Par exemple, si vous faites 10 copies, comme ça vous permettra, à la fin de l'examen, vous pourrez mettre juste 1 sur 10. Copie 2 sur 10, 3 sur 10, etc. Ça va vous permettre que le correcteur se rende compte très vite, si jamais il a perdu une partie des copies, de se rendre compte qu'en fait, il manque une partie du sujet. Donc ça permet pour le correcteur que ça soit le plus clair possible et qu'il ne soit pas trop qu'il puisse facilement lire votre sujet, savoir quelle est la première page, etc. La deuxième, la troisième, etc. Pendant l'épreuve, c'est important de tout lire d'abord. Ensuite, vous gérez votre temps et vous répartissez ça en fonction des différents exercices. Donc comme j'ai dit, en mathématiques par exemple, c'est 1 heure par exercice. En physique-chimie, souvent on met 1h30 pour la chimie, 1h30 pour la physique, et la dernière demi-heure, ça dépend de si on a du retard ou pas. Pour la SVT, pareil, idem. Vous commencez toujours par ce que vous maîtrisez. Donc par exemple, en maths, on commence très souvent par les probas parce que c'est le plus simple. Vous pouvez commencer par la physique-chimie si vous êtes plus à l'aise là-dessus. Vous pouvez commencer plus par les questions, par la partie questions pour la SVT si c'est un truc qui vous semble le plus facile. Et si jamais vous stressez pendant l'examen, vous arrêtez et vous respirez profondément 3 fois. Ça va vous aider à relâcher la pression. Ensuite, je vais vous parler de l'hygiène de vie. Alors, vous allez sûrement vous dire, oui, mais Sonia, on n'arrête pas de nous en parler, franchement, ça sert à rien. On le sait. Oui, mais il y en a combien réellement qui le font, qui appliquent ces conseils? Eh ben, d'expérience, il n'y en a pas tant que ça. Et je vais pas vous mentir, je le sais d'expérience, c'est important. Moi, quand je suis partie après le bac, j'ai fait une classe préparatoire. Donc c'est pendant 2 ans, on prépare les concours pour accéder aux grandes écoles d'ingénieurs. Il faut savoir que dans le concours, j'ai fait partie des meilleurs de ma promotion. J'ai eu les meilleures places, j'ai fait partie des élèves qui ont eu les meilleures places. Bon, je pourrais vous dire que c'est dû au talent grâce à mon génie ultime, mais en vrai, maintenant avec beaucoup de recul, ce que je me rends compte, c'est que j'avais une hygiène de vie impeccable. Et je suis convaincue que c'est ça qui m'a aidé. Donc j'insiste dessus, c'est important. Le sommeil! Oh mon Dieu, c'est important. Déjà, vous dormez au moins 8 heures. Ça permet une meilleure mémorisation, que le cerveau processe les informations qu'il a eues dans la journée, de se concentrer et d'être capable de gérer le stress. C'est aussi important que 1 heure avant d'aller dormir, vous ne prenez pas d'écran. Moi aussi, je suis comme vous, depuis l'arrivée des smartphones, je suis devenu accro. Heureusement, ça n'était pas le cas avant, mais je vois la différence entre avant et maintenant, où vraiment la qualité de mon sommeil
est beaucoup moins bonne. Donc pour vous c'est important, vous êtes en études, donc faites gaffe à ça. Ça aussi, ça semble tout bête, mais c'est important. Mangez équilibré. Évitez les sucres rapides. Ça donne faim très vite et du coup ça empêche de se concentrer quand on est en hypoglycémie. La junk food, tout ce qui est fast food, évitez. Pareil, c'est très très compliqué en termes de concentration. En plus, ça n'apporte pas les nutriments nécessaires pour bien mémoriser, bien se concentrer. Évitez trop de café. Alors je sais que quand on est fatigué, ça permet que ça stimule. Mais le problème c'est que trop en boire, ça rend nerveux et ça empêche de la gestion du stress. Donc privilégiez les protéines, légumes, fruits et super bien s'hydrater. Alors là c'est hyper important. Pareil, évacuez le stress avec le sport. Donc activité physique, ça peut même être de la marche. Vous me faites 30 minutes par jour, ça permet d'évacuer le stress, d'oxygéner le cerveau et d'améliorer la concentration. Et en plus, ça vous permet de vous donner une bonne partie de la dopamine. Hop, ça sécrète, ça vous fait du bien. Non, franchement, vous y allez. Et enfin, la dernière partie, que moi je considère comme très importante, c'est la préparation mentale. Ces dernières années, j'ai énormément comparé la préparation aux études à la préparation mentale que peuvent subir les athlètes avant la compétition. C'est plus facile de réussir les études si jamais vous êtes calme, confiant, que si jamais vous arrêtez pas de vous répéter que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes nul et patati et patata. Donc pour cela, nous allons faire un petit exercice. J'ai appelé ça l'entraînement mental du champion. C'est une forme de méditation, mais qui n'est pas classique. Donc, installez-vous dans un endroit calme où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. On va terminer par quelque chose de différent. On va faire un entraînement mental de champion. Parce que le bac blanc, c'est comme une compétition, un match, une épreuve. Et comme tout athlète avant une compétition, tu vas préparer ton mental, ton cerveau. C'est ton muscle le plus important et tu vas l'entraîner. Installe-toi confortablement. Dos droit, pied au sol. Ferme les yeux si tu peux ou fixe un point devant toi. Prêt? On y va. Première étape, reprendre le contrôle. Les champions savent gérer leur respiration. C'est la base. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Encore. Inspire, sens l'oxygène remplir tes poumons. Expire, relâche toute tension. Avec chaque inspiration, tu retrouves ton calme, ta clarté. Avec chaque expiration, tu évacues le stress, les doutes. Inspire, contrôle. Expire, détente.
continue à ton rythme. Tu es aux commandes, toujours. Maintenant, comme un athlète qui vérifie son corps avant la compétition, tu vas scanner ton état. Commence par la tête, ton cerveau. C'est ton outil numéro 1. Sens-le, alerte, prêt. Tes yeux, ils vont lire le sujet avec précision. Détends-les. Ta mâchoire, si elle est serrée, relâche-la. Un champion reste souple. Tes épaules, beaucoup de tension s'accumule ici. Laisse-les tomber, roule-les légèrement. Sens le poids disparaître. Tes bras, tes mains, elles vont écrire, démontrer ce que tu sais. Sens-les, légères, réactives. Ta poitrine, ta respiration, fluide, régulière. C'est ton encre, ton rythme. Ton ventre, détends-le complètement. Ton dos, ta colonne vertébrale, droite, forte, stable. Tes jambes ancrées au sol, solides. Tes pieds bien posés, stables. Sens ton corps entier. Tout fonctionne, tout est prêt. Tu es une machine bien huilée. Maintenant, la partie la plus puissante. Visualiser ta performance. Tous les athlètes de haut niveau font ça. Ils se voient réussir avant la compétition. C'est ce qu'on va faire. Imagine-toi le jour de ton bac blanc. Tu te réveilles, calme, reposé. Tu te prépares tranquillement. Chaque geste est posé. Tu arrives au lycée. Pas de précipitation. Tu es à l'heure. Tu entres dans la salle d'examen. Autour de toi, certains stressent, pas toi. Tu es dans ta zone, concentré, prêt. Tu t'assis à ta place. Tu sors ton matériel calmement. Stylo,
calculatrice, brouillon, eau, tout est là. Tu prends une grande respiration. On distribue le sujet. Tu le regardes. Pas de panique, juste de l'analyse. Tu lis les questions une par une, calmement. Tu reconnais des choses que tu as révisées. Un léger sourire intérieur. Tu sais. Tu commences la première question, celle que tu maîtrises le mieux. Les mots coulent naturellement. Tu passes à la suivante. Même chose, fluide. Le temps avance, tu gères, tu jettes un coup d'œil à ta montre. Tout va bien, tu es dans le rythme. Si une question te bloque, pas de stress. Tu passes à la suivante. Tu reviendras. C'est ça, être malin, stratégique. Les minutes passent, ta copie se remplit. Tu arrives à la fin. Il te reste du temps. Parfait. Tu relis, tu corriges quelques détails. Tu poses ton stylo. C'est fini. Tu prends une grande inspiration. Mission accomplie. Tu as donné le meilleur de toi-même. C'est tout ce qui compte. Ce que tu viens de visualiser, c'est exactement ce qui va se passer. Si tu gardes cet état d'esprit, cette confiance, ce calme, tu es prêt. Maintenant, on va ancrer ça. Choisis un geste simple. Ça peut être serrer ton poing, presser ton pouce et ton index ensemble, poser ta main sur ton cœur, ce qui te parle. Fais ce geste maintenant. Sens la confiance que tu viens de créer. À chaque fois que tu feras ce geste,
avant ou pendant ton examen, cette force reviendra. C'est ton bouton de confiance. Maintenant, on revient doucement. Bouge tes doigts, tes orteils. Roule tes épaules. Quand tu es prêt, ouvre les yeux. Prends une dernière grande inspiration et expire. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous comprenez ce que j'appelle le mental de l'athlète. N'hésitez pas à refaire cette méditation, cet entraînement mental, dès que vous en avez besoin, que ce soit la veille ou le matin du bac blanc. Je vous conseille, si vous avez besoin d'une communauté bienveillante, où vous pouvez poster des ressources, des cours, des questions que vous avez besoin pour répondre à un exercice, ou même répondre à un camarade, de rejoindre le Discord. Dessus, il est possible de poster des sujets, de poster des questions, d'avoir accès aux méditations en audio, mais aussi aux ressources que je fournirai, à des challenges, mais et aussi l'ensemble des replays, des lives que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Ça peut être n'importe quoi, n'hésitez pas, qu'il soit en lien avec le bac blanc bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas, je ferai sans doute un prochain bac blanc au mois de février. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que nous abordons, n'hésitez pas à le dire, que ce soit sur Discord, Instagram ou LinkedIn, ou même sur YouTube. À très bientôt. Merci.